Non, on n'est pas. Là, c'est pas mal aussi. Parce que la dernière fois, ceux du fond se sont plaints de ne rien entendre. Ah bah ça, je peux faire. Hein. En fait, c'est pas ceux du fond, c'est Julien Lepont qui est là, qui est le jeune responsable du marketing et de la com de cette très belle marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, qui a un problème auditif et qui nous a obligés à mettre ce bazar. On fait ça alors. Bon, soyez les bienvenus. Oui, Anthony, mon associé, mon frère et mon ami, il est pas là. Il est au téléphone en bas. Avec. C'est mieux avec, voilà. Non, mais on peut le laisser là et Bon, parler. et après je te le donne. Donc, Ouais. au nom d'Anthony, le cofondateur de Brasserie de France, et votre serviteur, on est ravis de vous accueillir pour cette sixième rencontre Studio Mag. C'est lui. C'est moi. Et Brasserie de France, c'est moi. Ça fait 1 an, Dom, qu'on a démarré, 1 an et 1 mois, qu'on a démarré ces rencontres. Le but, ce qu'on poursuit avec Dominique, c'est pas du tout d'avoir une parole institutionnelle ou figée, c'est qu'il y ait un véritable échange, et en particulier ce soir, puisqu'on a une star du dialogue et des réseaux sociaux, qui est là avec sa casquette, il m'a obligé à la mettre. Hein. Salut, salut. Il dit rien, il est vachement discret. Donc c'est un échange d'homme qui est le plus grand journaliste de Bourgogne-Franche-Comté et du territoire français. J'étais le plus gros alors. Va animer, il a beaucoup maigri, par choix, va animer cette soirée. Je ne peux pas dire bonjour mesdames les présidents, bonjour messieurs les présidents, etc. parce que ce serait très long, mais il y a beaucoup de présidentes et de présidents devant moi. On est ravis de faire ça, on croit à mort à l'agriculture, et je vais juste vous raconter une anecdote qui concerne Brasserie de France. Quand on a voulu s'installer et démarrer, je racontais ça à Bruno, on est allé voir des agriculteurs sur les hauts plateaux de Dijon et dans la plaine de Brazé pour acheter des céréales de Côte d'Or et du territoire. Et ça a été très compliqué. Parce qu'on leur disait, mais tu commenteras ça, bien sûr Bruno, on va vous payer 35% plus cher des céréales, en direct. Il y a Vincent Lavier qui me regarde, putain, ça va être dur. En direct et sans passer forcément par les coopératives. Il fronce les sourcils. Non, parce qu'on a déjà eu 20 fois les discussions, il râle parce qu'on n'a pas démarré en business. Et sans les courtiers. Et sans les courtiers. Et ça a été compliqué parce que... Et sans les courtiers, tu as raison. Et ça a été compliqué parce qu'on me disait, mais écoute, va voir mon papa, va voir mon grand-père, va voir le truc, le machin, et tu comprends par rapport à la coopérative, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Il y en a 4 avec lesquels on bosse aujourd'hui. On les paye effectivement 35% plus cher, ces céréales, et on est très fiers de ça et très contents que le business qu'ils avaient avec leur coopérative. C'est un business pérenne. Pour nous, c'est un sourcing de grande qualité et pérenne, et c'est très important pour une brasserie. C'est très important pour la filière brassicole. Vous avez dans cette pièce, elle se cache, mais la déléguée générale du syndicat Brasseurs de France, qui représente 98% de la production de bière en France. Voilà. Et vous avez dans les brasseries, je crois que c'est tous les 30 km, une brasserie, où que vous soyez en France. Bref, si la totalité, et moi c'est mon seul message, si la totalité de l'industrie agroalimentaire, dont je fais très modestement partie, bosse en direct avec les agriculteurs, on a réglé une partie du dossier qui est qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. Et c'est pas quelqu'un qui est dépendant d'une boîte dont il est actionnaire et qui lui pique X%, sans oublier les courtiers. Voilà, c'était mon seul message politique, parce qu'on ne fait pas de politique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, qui va animer avec brio cette soirée. Soyez surtout, toutes les questions sont possibles, puisque vous n'êtes pas enregistré, vous ne risquez rien, parlez librement. Si vous n'avez pas dit qui vous êtes, on le rajoutera sous la vidéo. Donc allez-y, on est vraiment entre nous. Merci Jean-Claude. On s'en fiche, on craint rien. Donc, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu tel que la soirée est prévue. Mais il est possible que ça se passe autrement. Parce que le principe de ce genre de rendez-vous, c'est de pas être dans le bordel. C'est un peu ça, voilà. Alors, de la même façon que Jean-Claude a expliqué un petit peu de sa vie entrepreneuriale, moi je vais juste rappeler que Studio Mag, qui est une société d'édition de presse indépendante, qui a maintenant derrière elle une histoire
d'une trentaine d'années, se bat depuis le début pour les équilibres territoriaux. Et notre propos n'a jamais été de valoriser les visibles, mais plutôt de rendre grâce aux invisibles. Et les invisibles, ce sont ceux qui bossent. Et récemment, grâce à Bruno Bettenot, qui est président de l'Association des maires ruraux de Côte d'Or, on a eu l'occasion de travailler main dans la main avec l'univers des maires ruraux de France. Alors, vous savez qu'il y a deux associations. Je le répète parce que j'ai entendu tout à l'heure des gens qui ne connaissaient pas la différence. Il y a l'Association des maires de France, qui est une sorte de représentation institutionnelle de l'échelle communale. Et puis, il y a l'AMRF qui est, on va dire, plutôt militante de la cause rurale. Donc, ce n'est pas tout à fait la même question. Surtout en ce moment, vous avez dû observer que cet été, on était un peu sans gouvernement et sans gouvernant. Et pendant ce temps-là, si la France tournait, je pense, c'est parce qu'elle avait un socle. Et ce socle, c'est la ruralité. Donc c'est ce qu'on défend depuis maintenant une quarantaine d'années. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'approcher de très près grâce au Congrès national des maires ruraux de France qui a eu lieu dans le village, entre autres, de Bruno Bettenot, mais aussi de Michel Lenoir, c'est-à-dire entre Arceau et Saint-Julien, voilà, qui était un succès phénoménal. Et je vous le dis comme ça en aparté, on prépare une édition post-congrès qui va poser la question de la place des agriculteurs dans les conseils municipaux. C'est le deuxième sujet de la soirée. Donc on aura deux temps. Un premier temps qui est... Ne n'achetez pas cette édition, c'est moche. Non, je dis ça... De quoi? L'édition de ce que tu vas sortir. Oui, bah, alors ça a mis un peu plus de temps que prévu parce qu'on a fait quelques interviews de ministres, mais les ministres sont plus là, donc on a foutu les interviews à la poubelle. Ça aide pas vraiment, ça, à avancer. Mais non, mais c'est la stricte vérité, je vous raconte rien. Donc vous imaginez, à l'échelle d'une TPE, les problèmes que ça peut poser. Mais bon, ça fait rien, on traverse les tempêtes. Comme dit Bruno, oh, voilà. J'ai bien fait, là. C'est un peu comme ça. Alors, il y aura deux temps, trois temps en fait. Premier temps, une rencontre découverte avec notre ami Bruno Cardo. Je lui demanderai tout à l'heure si c'est un peu inspiré des Inconnus, et vous comprendrez pourquoi. Alors c'est un provocateur, quelque part, mais au bon sens du terme, il veut faire avancer le monde agricole, il lutte contre l'agribashing. C'est un showman. Si vous allez sur Internet, vous verrez ses vidéos, c'est assez croustillant. Et puis c'est le type qu'on invite dans les médias nationaux, parce qu'il fait bien, quoi, il fait bonne figure, quoi, aussi. Quand il y a des problèmes avec l'agriculture, c'est à peu près ça, Bruno. Hein. Oui, voilà. Après, deuxième partie, donc on va essayer de tenir un quart d'heure, 20 minutes sur cet échange-là. Et une deuxième partie, à un an à peu près des municipales, se poser la question de la présence des agriculteurs dans les conseils municipaux, et notamment dans une ruralité qui va avoir la charge opérationnelle de la transition énergétique. Il y a les discours d'un côté, ceux qu'on voit dans le Parlement, ou etc., dans les ministères, et puis il y a la réalité des choses, il faut bien des espaces, et puis s'occuper de ces aménagements, et faire en sorte que notre monde ait sa transformation. Et puis, troisième partie, elle est plus conviviale, ça nous permettra d'échanger librement, parce que les conversations vont s'alimenter naturellement. On aura un petit buffet, qui a été ce soir organisé avec le concours du département de la Côte d'Or. Alors, ça n'est pas un événement organisé par le département de la Côte d'Or, je le rappelle, Julien quand même, mais le département avec lequel nous œuvrons régulièrement, qui défend une marque fantastique qui s'appelle la marque 100% Côte d'Or, nous a permis de faire venir des charcuteries d'une entreprise locale beaunoise qui s'appelle le Groin de Paradis. Quelle poésie, voilà. Voilà, on est en circuit court. Et puis des fromages, devinez de chez qui? De l'Ain. Voilà, bah ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et puis, donc on donnera la parole à ce moment-là, rapidement Marc. À Marc Fro, qui est vice-président du département de la Côte d'Or, en charge de l'agriculture, lui-même ancien agriculteur, on peut dire? On peut dire ça. On peut dire ça, voilà, oui. Parce que le jour où tu es passé en politique, tu as arrêté de bosser, quoi, en fait. Il avait arrêté avant. Ah, il avait arrêté avant. Merci, C'est pas vrai, Pierre. je travaille tout le temps. Voilà, on peut tous dire ce soir. Donc merci à tous d'être là déjà. Et je vais appeler au parloir notre ami Bruno Cardo. Alors, Bruno, Merci Dominique, merci. tu vas nous expliquer déjà, je vais te donner le micro, tu vas nous expliquer qui tu es. Tu m'as
tu m'as laissé le temps de lire ça. Il marche pas le micro? Si. Je pense qu'il marche plus. 1, 2, 1, 2. Bon, on peut essayer sans, hein, vraiment. Non, mais sans, Ça va aller. Franchement, ça va. Sans, ça va aller. Tu m'as laissé 5 minutes, j'ai vu ça, j'ai faim. Il y a des images extraordinaires là-dedans, franchement. Je vais le voler, je peux? Oui, ben, il est offert. Hein. Merci Julien. Salut. Ce truc-là. Qu'est-ce qui a fait qu'un agriculteur, parce que je suis agriculteur évidemment, a fini par faire des vidéos et a commencé toutes ses vidéos en disant « Salut !» Alors, c'est très simple. C'est parti d'un constat. Tu l'as un peu dit, c'était 2016, 2017, l'agribashing. On s'en a pris plein la figure. On l'a très mal vécu tous personnellement. Et l'un des moyens, c'était d'extérioriser ça, de sortir. Et puis on est nombreuses et nombreux, même avant moi, hein, à avoir pris le problème à bras le corps. Et puis on s'est dit, bah, allez, qui mieux que nous peut parler d'agriculture? Non pas que les syndicats et les interprofessions et tout ça, ils faisaient mal le boulot, mais on s'est dit, on va prendre les choses en main parce que la situation était très grave. Donc je suis agriculteur avant tout, évidemment. Je suis dans l'Aisne, les Hauts-de-France. Je suis installé agriculteur, j'ai 52 ans, je suis installé en 2000. Je suis la deuxième génération, juste après papa, qui est maquignon. Je salue le maquignon de la salle. Qui est parti de zéro, clairement. Et avec maman, ils ont monté une ferme et un élevage bovin plutôt très conséquent. Bovin, c'était veau de boucherie. Et malheureusement, cette aventure-là, elle s'est ratée il y a 3 ans, la partie veau de boucherie, parce que perte financière, parce que le marché n'était plus là, parce que beaucoup de main-d'œuvre, enfin bref, le contexte économique n'était plus là. Alors ça a été un sacré déchirement quand même, hein, de transformer le bébé de papa. Mais on a su rebondir, hein, donc papa est en retraite aujourd'hui, mais j'ai rebondi tout de suite. Est arrivé d'autres productions. Alors, quand je vais parler de mes productions agricoles, ça va être Dédé le grain de blé, Zaza la graine de colza, Zinzin le raisin, on va en parler du raisin, de la vigne, Boris le maïs, je vais en oublier, Brigitte la frite, enfin bref. Alors ça vous fait, les professionnels, ça les fait pas forcément rire, en fait ça fonctionne très bien avec les CE2, les CM1, avec les écoles, parce que alors, dans l'une de mes casquettes, je suis aussi ambassadeur pour Intercéréales, c'est l'interprofession de la céréale française, et on va dans les écoles, et on va à la rencontre des gamins, et on leur explique bien, on leur explique comment ça fonctionne. Par exemple, on va du Dédé grain de blé jusqu'à la baguette. Et à un moment donné, vous leur donnez des grains de blé, ils vont goûter, et je vous donne juste un exemple, hein, vous avez gagné au moment où les enfants, au bout de quelques minutes de mâchouillement, « Ah monsieur, ça fait un chewing-gum !» Bingo. Voilà, c'est vraiment le petit truc qui fait plaisir, qui fait que ça on va continuer. Alors, je bosse pas mal aussi avec la filière betteravière, la filière betterave sucrière française. Je suis aussi sur la partie syndicale de la betterave. Et là, c'est pareil, c'est passionnant. Donc, pour la betterave, elle s'appelle Miss Better. Vous irez voir les vidéos, donc c'est une marionnette. Elle existait comme ça. Là, je l'ai sortie en mode Jeff Panaclock, c'est-à-dire que maintenant, je lui mets la main dans le dos et je lui fais dire des trucs. Demain matin, je retourne par exemple dans une usine dans l'Aisne et elle va continuer à raconter la vie de la betterave. Voilà, tout ça en gros, c'est ce qu'on appelle de la com. Mais pour moi, c'est vraiment montrer à quel point l'agriculture française est belle et magnifique et amener du positif là-dedans, sans pour autant mettre tout sous le tapis. Les problèmes, ils sont là. Hein. On est réaliste, on est positif, mais réaliste. Voilà, ça, c'est super important de le rappeler. Et il n'y a pas de tabou. Quand j'avais l'élevage bovin, il y avait un veau mort sur l'élevage. On montre un veau mort, c'est pas un problème. Et on explique. Une petite question publique. Qui a vu les vidéos de Bruno? Alors, aujourd'hui, je suis sur... YouTube? Non, alors je suis sur Twitter, ça s'appelle X, donc je suis passé acteur porno sans vouloir. Et là, en fait, il va falloir que je déménage parce que vous avez vu, X, c'est en train de s'écrouler. Et déménager, c'est pas évident. Hein. Donc j'étais déjà un petit peu sur Insta. Ton surnom, c'est pas Bruno la grosse frite? Non, c'est pas ça, non. Et c'est pas évident de déménager sur les autres réseaux sociaux. Mais bon, j'essaye de faire ça. Ouais, alors, qu'est-ce qui te... est-ce que dans ta nature profonde, tu es quand même pas un peu showman? Bah, en fait, naturellement, je suis assez... j'adore l'humour, l'autodérision et la satire. Et j'ai un outil qui est génial, c'est ça. Bon, ça va, je suis pas tout seul ce soir. Ça fait grâce à ça,
j'ai perdu mes cheveux à 22 ans quand même. Grâce à ça, ça fait que je mets facilement des perruques, des bandes, des machins. Mais alors pourquoi encore? Pourquoi aller faire le guignol? Une petite tête à la Canteloup. Un peu Canteloup. Ouais, moi, j'ai pris chez un marchand de piso, moi j'ai pris pour Canteloup, c'est vrai. On m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit. Bon. Et pourquoi l'humour, l'autodérision? En fait, la com, hein, c'est juste capter l'attention. Capter l'attention. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant salut, salut, voilà. Enfin, je vous capte. Une fois que j'ai capté l'attention, ça va durer très très peu de temps et tout de suite, il faut que je passe mon message. Voilà, comme c'est ça. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ce soir, que ce soit dans tout environnement et tout lieu, il faut capter l'attention, passer le message. Par contre, on passe un message. C'est quoi le message principal de... À chaque publication, je parle. Tu sais, quand tu fais, quand tu fais ça... Une seule idée développée. Toujours. Toujours. Ça, c'est la base. Et ce soir, tu as envie de développer quoi, par exemple? Ben moi, j'aimerais, au-delà de la présentation que je viens de faire, j'aimerais bien rappeler qu'on n'est plus seulement agriculteur, on est aussi entrepreneur. On est entrepreneur et on va mettre les pieds dans le plat. Hein. On est encore en train d'essayer de vendre. On n'est pas encore d'accord là-dessus. Hein. Est-ce qu'il faut garder le modèle familial? Est-ce qu'il faut... On est en train de se diviser entre nous d'ailleurs. Hein. Alors, historiquement, c'est rallier les éleveurs. Je vois Vincent Lavier perplexe sur le sujet. Ça, c'est un truc vieux comme le monde. Mais même au sein des céréaliers, entre guillemets, j'aime pas tous ces termes, mais on arrive encore à se diviser. Quoi. On est assez champion pour se foutre les balles dans le pied. Hein. Donc ce débat-là, il va falloir qu'on le tranche à un moment donné. Mais il s'est déjà tranché tout seul, en fait. Qu'est-ce qui nous met les balles dans le pied? C'est l'administration? C'est la Ah, réglementation? si tu commences à lire, c'est pas... Ouais. Là, on va y passer plus que 20 minutes. Hein. D'accord. Mais dans le... Moi, j'appelle ça les aléas. C'est ce que je disais donc à Sophie de Menton la dernière fois sur CNews. Il y a 3 aléas qui nous pourrissent la vie. Qui pourrissaient déjà la vie de mes parents et mes grands-parents. L'aléa géopolitique, qui pourrit la vie de Jean-Claude ici avec son entreprise, c'est-à-dire que la crise de l'énergie, hein, la guerre, la crise de l'énergie, ça fait que on a nos charges qui ont explosé. Nous, c'était plutôt engrais, gasoil. Quoi. Donc ça, vous allez me dire, toute entreprise a cet aléa-là, mais nous, on l'a pris dans la figure. On a pris aussi les aléas climatiques. Ça a toujours existé et ça existera toujours. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'aléa climatique, je ne suis pas du tout négationniste sur ce point-là. On est en première ligne, comme on dit, et on le prend vraiment dans la figure. Et c'est les intensités et les fréquences qui ont changé. Clairement, depuis 2016, à peu près. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça va durer 50 ans et ça va revenir. J'en sais rien. Nous, on parle de la situation actuelle. On est entrepreneur, on doit s'adapter. Donc, ce qui est sûr, c'est que le changement climatique, il est là. Voilà. Donc, tout ça, encore une fois, on l'a pris dans la figure, comme d'autres métiers, pas seulement. Mais bon, je rappelle quand même que ce que j'appelle mon bureau, ce qui est dehors, c'est mon bureau. C'est pas le même bureau qui est en bas. Mon bureau, il a un ciel ouvert. Hein. Il n'est pas clôturé, il n'a pas de toit. Et le troisième aléa, ça a été les aléas réglementaires. Alors là, ça s'est sacrément intensifié. Tu me parles d'administration, de papote, machin. Il y a du réglementaire pour tous les métiers, il n'y a aucun souci. Un agriculteur, on touche des aides publiques, on doit rendre des comptes, et j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais là, on a quand même mis des curseurs très très hauts. On a mis en route une machine administrative qui est une spirale aujourd'hui et qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que la norme appelle de la norme, qui rappelle de la norme, et on n'en finit plus. C'est valable pour nous, entrepreneurs. On a ce point commun-là qui est vraiment un vrai point noir. Et tu vois, c'est ces 3 aléas-là qui font qu'aujourd'hui, le revenu que j'avais avant, mon revenu c'est prix fois rendement moins charge, et ben, il s'est écroulé. Et je suis plus compétitif sur ma ferme. Mais en remontant un peu plus en amont de tout ça, je t'ai pas entendu parler de la PAC. Est-ce que c'est pas ça qui a cadré tout ce... C'est son rôle, la PAC. Quand même rappeler la PAC à l'origine, pourquoi c'était, ça faut le rappeler surtout aux consommateurs, parce que alors, je fais parenthèse quand même, le plus dur c'est de faire la com grand public. Ici entre nous on va être tous d'accord pratiquement, il va y avoir des nuances quand même, et c'est tant mieux, mais pour aller chercher le grand public, pour sortir de ma sphère, c'est le plus difficile, c'est hyper dur. Magali, tu connais ça par cœur aussi, c'est hyper dur. Et là il faut avoir les bons messages, c'est super important. Mais aujourd'hui, c'est pas un système qui est dépassé. Mais non, mais la PAC, elle a été créée pour que le caddie soit moins cher. Il faut que les gens comprennent ça. Oui. Il y a plein de détracteurs qui te disent, oui, c'est des subventions, des subventions. T'appelles ça comme tu veux. Non, en même temps, j'ai vu les agriculteurs qui étaient plus obsédés par leur tableau Excel que par leur rapport à la terre. À cause de la PAC. Bah, c'est là pendant des années, on nous a appelés les chasseurs de primes. Mais indirectement, de toute façon, tu suis une politique agricole qui a un cadre. L'Europe nous donne un cadre, et vous savez, tous les ans, on a la nouvelle PAC qui se négocie là, hein, c'est pour 5 ans, et tous les ans, chaque pays décline ce cadre. Ce qui s'est passé la dernière PAC, c'est qu'on nous a donné un cadre grand comme ça, et puis après, démerdez-vous. Un costume trop grand. Mais oui, et après, donc, ce qui fait que
il en est ressorti de la dernière PAC, déjà celle d'avant, mais surtout la dernière, des distorsions intracommunautaires énormes en fait. Énormes. Un peu de surtransposition en France sur des sujets divers et variés, dont les fameux pesticides. J'emploie le mot, ça c'est le mot grand public, mais entre nous c'est produit de protection des plantes. Et ça a, ce fait qu'ils n'ont pas eu les couilles, entre guillemets, de nous faire un cadre bien serré et puis de dire à tout le monde, allez, on va tous aller dans le même sens sur tel sujet, sur l'environnement, la biodiversité, tout ça. Ils ont mis un cadre large comme ça et on a fait des PSN, des plans stratégiques nationaux. Il n'y a pas de ligne directrice en fait. Que j'ai beaucoup débattu avec Julien de Normandie en ce temps-là. Lui-même, il avoue, il a dit, bah, pour se mettre d'accord, derrière, il fallait mettre d'accord les interpros, les syndicats, les machins. Je crois qu'on a mis 4 ou 5 mois au niveau français pour se mettre d'accord, pour rendre notre feuille à notre ministre, qui est allé là, à Julien, qui a été débattre ça après au niveau européen. Et ça, c'était un truc de malade. Il ne faudrait pas qu'il nous recommence ça, en fait. Hein. Oui, parce que c'est un temps de décision qui va à l'encontre de l'intérêt du monde agricole. Ça va à l'encontre, et puis c'est toujours bien de rappeler aussi que notre temps, c'est une année. Dans une carrière d'agriculteur, on prend 46 décisions, pas plus. Parce que quand on change, si on veut adapter une variété, une culture, un sol, c'est encore bien plus long qu'une carrière d'agriculteur. Bah, c'est tous les ans. Et on est face à des gens élus, décideurs, qui sont en mode tweet, ou Snap, Instagram. Voilà, moi je décide, il faut que ce soit là. Bah non, tu vas attendre un an, puis on verra si ça va. Et ça, c'est vachement dur de communiquer et de leur dire, de leur faire prendre conscience de ça. Quoi. Alors justement, on est sur des gens qui sont sur des temps très courts, souvent électoraux, hein, on va pas se cacher. Hein. Bah, c'est un vrai problème, allez-y, réagissez, hein, reprenez ce qu'on dit. Hein. Est-ce que, alors, avec le recul, qu'est-ce que tu apportes dans ton rôle d'agriculteur influenceur? Est-ce que tu as fait bouger les lignes? Ou t'es simplement une voix de plus dans la cacophonie C'est un grain de sable. Aujourd'hui, on doit être, tout réseau confondu, YouTube tout compris, on doit être une centaine à être très actifs. Il y a d'autres agriculteurs comme ça? Mais tous mes copains youtubeurs, les agricoles, Thierry dans le Nord, enfin, ils font, sur YouTube, ils font un boulot formidable. Vous avez fait un club? Du tout, non. Alors on a une association qui s'appelle France Agri Tweetos, qui fonctionne très très bien, qui est, alors il y a des gens d'Instagram, de Twitter, de YouTube et tout ça. Il y a plein d'assauts en fait, plein de petites maisons en fait. On se revoit toujours au salon de l'agriculture. Ça c'est intéressant, il y a plein de gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des très jeunes, il y a des gens même en retraite, et il y a aussi des gens qui sont autour de notre sphère en fait. Et ça c'est intéressant et ça fait un bel amalgame. Vous avez combien de followers là? C'est un truc que je regarde jamais. Tu sais pas? On me pose toujours la question. Sur X, je sais pas. Non, je sais pas. Bon, 10, 12 000, je sais pas, on va voir. Mais la question de fond, pourquoi faire ça alors aujourd'hui? Qu'est-ce que ça... À part se faire plaisir et... Ah non, alors moi c'est un loisir, donc oui, je me fais plaisir. Voilà, ouais. Sur la centaine de personnes d'agricultrices et agriculteurs que je vous cite, il y en a une partie aussi qui en ont fait un business. Un business, évidemment. Ah. Et puis, après, de toute façon, ça répond à une demande. Ouais. Aujourd'hui, dans tout métier, même les parfumeurs, tout le monde va chercher en fait des gens, j'aime pas le mot influenceur, mais tout le monde va chercher ce créneau de communication pour aller passer leur message et puis faire leur promo. Donc forcément, le marchand de tracteur, le marchand d'engrais, etc., ils sont tous venus, évidemment. Donc lui, il ne faut pas leur reprocher de le faire. Ils le font très bien. Ouais. Et après, maintenant, de toute façon, avec la loi, aujourd'hui, on s'affiche, on annonce le truc. Mais est-ce que limite, la vision de cette démarche, c'est aussi d'initier des gens à ce qu'est le monde agricole, et tu penses qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que tu penses que si on fait un micro-trottoir, les gens savent ce que c'est qu'un agriculteur? Et est-ce qu'ils ont perdu cette connaissance? Les derniers sondages qu'il y a eu après le recensement agricole, 2020 ou 2021, je ne sais plus, c'était très clair, en fait, les Français adorent leurs agriculteurs et agricultrices, mais ils ne comprennent pas l'agriculture. Donc ça fait aussi partie des missions qu'on a, on doit faire de la pédagogie et de la vulgarisation, c'est tout bête, tous les jours, à un moment donné je m'arrête, je fais « oh, tac, oh, ça c'est intéressant », alors souvent c'est comme ça ou comme ça. Un des derniers trucs à cartonner, je vois un silo de betterave, je me pointe le matin pour mettre la pancarte, tu sais, sur le silo. Les lapins et les lièvres ont tout bouffé. J'ai fait une vidéo en disant ils vont avoir la banane aujourd'hui, les lapins et les lièvres, faites gaffe, les chasseurs, vous avez intérêt à être bons, à tirer droit parce que. Non, mais c'est la même chose que. Et ça a cartonné, c'est un truc de tous les jours. On aime bien manger du veau dans l'assiette, mais la plupart des gens n'osent même pas imaginer qu'il est sur pattes. C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, il faut casser toutes ces images. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas de remettre de l'huile dans les rouages, la compréhension. Carrément.
En fait, on s'aperçoit, aujourd'hui on manifeste, on dit ouais, telle loi, machin, c'est nul, c'est mal fait, mais je peux vous citer quelques cas, et j'en suis certain, en fait ça partait d'un problème de riverain. Ça partait d'un truc qui n'a pas été On va en parler des expliqué. conseils. Mais c'est des trucs tout bêtes. Attends, je vous rappelle quand même qu'en 2017-18, on a tiré à coups de fusil, on a lancé des haches sur les tracteurs, enfin on s'est fait massacrer. Des histoires de riverains. Hein. Tout ça parce qu'il y a une ONG très connue qui montre encore d'ailleurs toujours des photos de puits levés, au bord des maisons. Ils ne montrent pas d'ailleurs que la maison a fait du glyphosate et elle n'a pas le droit. Et on peut en parler aussi. Et on a d'ailleurs découlé ces fameuses zones de sécurité et de non-traitement. Voilà, ils en ont sorti ça, ils ont trouvé ça comme solution, qui n'est pas une solution d'ailleurs, qui est content de personne. Mais bon, enfin, c'est parti loin, quoi. Mais si on avait peut-être mieux expliqué, moi je fais pas de procès à mes aînés, hein, pas du tout. Hein. Attends, la mission c'était clair, hein, il fallait nourrir, il fallait exporter, et ben bravo, ils l'ont bien fait. Bravo aux aînés, ils l'ont très bien fait. Mais peut-être qu'aussi à un moment donné, il aurait fallu qu'on explique un peu comment on faisait, parce que justement là, 2015-2018, tout le monde a dit, bon moi mon assiette elle est comme ça, je mange ça 3 fois par jour, maintenant je veux savoir comment c'est fait. Je veux savoir qui le fait et comment c'est fait. Savoir comment on abat un animal. Comment on abat un animal, comment la carotte pousse, comment est transformé le sucre. Comment on s'occupe d'une carcasse, comment on transforme. Tout ça, tout. Mais il y a 20 ans, on ne se posait pas la question. Parce que c'était confiance fermée à l'agriculteur. Et il faut balayer devant sa porte aussi. L'agriculteur, c'était... Un peu fermé lui-même. Un peu fermé lui-même. La cour de la ferme fermée. Et j'en vois encore aujourd'hui. Qui font une carrière entière, porte de la cour de ferme fermée, un banquier, un avocat, un notaire et puis un comptable. Et puis c'est bon, il faut leur carrière comme ça. Encore une fois, je fais de procès à personne. Il manque beaucoup de choses. Donc la mission, c'est ça aussi, c'est d'aller faire cette pédagogie-là, puis vraiment de coller au terrain. Je prends d'autres exemples. Les fermes ouvertes, je fais une ferme ouverte, mais ça cartonne. Ils demandent que ça. En local, s'il y a un truc en local qu'il faut faire, moi, si j'étais président de région, ou peut-être en dessous... T'es un vice-président de département, hein, tu peux lui parler. Il nous faut une ferme par village, qui soit à disposition et qui puisse... Il nous faut. Et monsieur le maire, il est trop content parce que le maire, c'est le maillon essentiel de notre pays. Je vais jusque-là. C'est le maillon essentiel. Et monsieur le maire, il a son référent. Petite question de riverain, un petit truc de la terre sur la route. Hop, il a son référent. Alors, messieurs, mesdames les maires, vous l'avez déjà aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je ne suis pas inquiet. Mais on officialise ça, et il y a un référent, et tiens, va voir, et puis tiens, il te montrera ses bêtes en même temps. Il a des volailles qui vont sortir demain, il va te montrer, voilà, il va t'expliquer. Et puis voilà, et puis il y a les vendanges de la semaine prochaine si tu veux donner un coup de main, etc. etc. Et il faut qu'on reparte du local, et le local c'est nos villages, c'est notre ruralité, et on peut en parler d'ailleurs. Voilà, on peut parler de cette chance qu'on a, parce que la ruralité c'est quoi? C'est un peu plus de 20% de la population française. Et c'est 80% du territoire. Alors selon où on met le curseur. 80% du territoire, 30% de la population. Voilà. Et encore une fois, on ne va pas se diviser avec les urbains, on a absolument besoin d'eux. On a aussi des écoles à remplir, enfin, on est hyper complémentaires. C'est juste qu'à travers notre ruralité, on l'a dit, il faut qu'on l'explique. Moi, je suis conseiller municipal aussi. Au conseil municipal, oui, j'ai plein d'autres casquettes, je n'ai pas encore dit. Au conseil municipal, 2 ou 3 fois par an, ça dépend, au moins 2 fois par an, on réunit tous les nouveaux arrivants, on dit bonjour, bienvenue à Mouillelaine. Philippe, il a une ferme d'élevage bovin en circuit court. Bruno, il est là-haut, il a donc j'ai l'équivalent de 1000 habitants de mon village en panneaux solaires. Donc il produit l'électricité du village. En gros, c'est tous les bâtiments d'élevage de la ferme. Il n'y a plus de veaux, il fallait bien en faire quelque chose. Transformer, tout désamianter, tout transformer et tout mis en photovoltaïque. Donc, et on leur dit ça à la réunion. Vous allez voir Alain il est céréalier, donc on est 5 agriculteurs. Et on explique, on cadre. Et vous verrez, telle période, il y a la récolte de machin, lui il fait des patates, moi je fais des patates aussi. Bon bah là, voilà. Et on explique. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, eh ben on a expliqué. Du coup, on n'a pas le riverain qui a zappé le maillon du maire et qui a été voir directement parce qu'il connaît bien le député. Tiens, il y a un problème là, tel jour, j'ai eu des soucis dans mon village, machin, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, on pourrait faire ça. Une mauvaise idée qui traîne. Le député, sur une opportunité politique, même si on n'en fait pas... Ça n'existe pas, ça. Sur une opportunité, il se trouve des copains, un groupe machin, et bim, on se retrouve avec un moment, on se retrouve à un truc qui nous tombait dessus, qui servait à rien. L'histoire du code qui chante, l'histoire de tout ça. Combien on a de textes qui sortent qui servent à rien, quoi. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est pas nous qui n'avons pas expliqué au départ aussi? Il faut qu'on prenne notre part. Hein. Je vais faire grincer des dents, je pense. Toi qui es dans la communication et qui veut
émanciper la parole agricole auprès du grand public. Je veux bien de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'une émission, comme L'amour est dans le pré? Je vais pas dire du mal de Karine Le Marchand parce que je suis en train de... Elle est quand même jolie. Parce que j'ai un projet avec elle. Ouais, bah, pour, tu es obligé de faire cette remarque, Marc? Non, quand même. J'ai un projet de com avec elle. Ils espèrent ça au salon, mais ça, on va voir. Ah. Elle va nous faire une belle surprise. En train de surprise. travailler ensemble. On démarre un truc. D'accord. Et elle va nous faire une belle surprise au salon. Vous en pensez du bien, vous, dans le public? De L'amour est dans le pré? Vous l'avez regardé? Vous en foutez ou... Non? Bon, courage. C'est à peine déformé quand même, la vision qu'on fait des mondes agricoles. bah moi, en fait, franchement, j'aimais bien les 10 premières années. Et là, maintenant, on va vraiment chercher les stéréotypes. C'est de la caricature. Qu'est-ce que tu dis, Pagny? En gros, t'es céréalier betteravier, t'as pas le droit d'y aller. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'avant j'étais dans la filière des fruits et légumes, et quand les producteurs ont commencé à faire l'opération verger ouvert, ça a très bien marché, et de se parler c'est important, et de connaître. Avant il y avait une vraie culture agricole, aujourd'hui elle n'existe plus, mais ce que j'appelle la culture Marie-Antoinette, c'est-à-dire une vision du monde agricole Marie-Antoinette. Les petites fermes, les petits, etc. Et qu'en fait, il y a une méconnaissance totale du monde agricole comme du monde agroalimentaire. Et c'est normal. Et c'est normal On quand avait, on ne connaît pas, on n'a pas... Nous gamins, on traînait dans les fermes, même les neveux, les nièces qui étaient donc hors sphère agri, ils traînaient dans les fermes, ils dépassaient les étés, les machins. Et donc il y avait un minimum de stage, de vision du milieu. Merci. Et ça on n'y fera rien. Je pense que c'est l'intérêt de l'explication que je pense que... C'est VIP, comme on dit. Ils sont tellement rares à venir au salon. Regardez le salon de l'agriculture, tu connais bien mieux quoi le salon. Mac Lesguy, c'est Olivier, c'est pas Mac Lesguy. Olivier, il vient tous les ans. Je le connais très bien aussi. Olivier, il est top. Alors on va lui mettre une étiquette à un moment donné, il est peut-être trop, je m'en fous. Mais au moins il est là. Donc Karine Le Marchand, elle est là. Des gens comme ça, après il y a des grands journalistes qui sont importants aussi, les Pascal Perry, Géraldine Vosner, Le Point, Emma Ducrot, ces grands médias-là, ils sont importants. Ils sont rares, ils sont assez précieux. Toi tu les vois défiler toute l'année, mais bah, il faut faire avec, il faut les remercier d'être là aussi, quoi. Et ça fait partie des porte-voix, quoi. Alors ouais, elle est peut-être pas, Karine, elle est peut-être pas parfaite, peut-être que son émission elle est un petit peu... Mais ma question était beaucoup plus basique, est-ce que ça apporte quelque chose à la connaissance du monde agricole? Non, aujourd'hui c'est foutu. L'émission? Oui. Moi je pense que oui, parce que, encore une fois... Moi je le pense, le premier. Donc... À une heure de grande écoute, montrer des images de nos campagnes, je le répète, la plus belle agriculture du monde, elle est en France. On a un climat exceptionnel, on a du savoir-faire, on a des talents ici dans la salle. On a de la transformation. La diversité. On a la diversité, on a les sols, on a tout. Vous êtes tous baladés un petit peu à l'étranger, hors Europe, un peu loin, et vous avez tous réalisé la chance qu'on a quand même d'avoir ce sol, ce climat et ces gens, quoi, et ces compétences. Et ça, on nous l'envie ailleurs. Mais en bon français qu'on est, on est toujours à vouloir se tirer des balles dans le pied, à casser nos jouets. On l'a très bien fait pour la métallurgie, on l'a très bien fait pour l'automobile, et on est en train de le faire pour l'agriculture. Géraldine, elle parle de désagriculturalisation, je sais pas si à le dire. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Donc moi je pense qu'on a un énorme potentiel, que ce soit ici ce soir, en termes filière, en termes, moi, premier maillon, comme je dis toujours, jusqu'à l'assiette, ça c'est des éléments qu'il faut bien dire quand on parle en grand public. Voilà, premier maillon jusqu'à l'assiette on la remplit 3 fois par jour. Maintenant les choix, les décisions, bah, si elles sont mauvaises, on importe. Non, mais pour revenir à Karine Le Marchand, moi, au niveau humain, il y a quand même autant. Moi, je suis d'accord sur les images, montrer des fermes, elles tiennent généralement debout, quoi. C'est plutôt bien. Humainement, quand même, il y en a qui passent soit un peu pour des ploucs ou des... honnêtement, tu sors pas humainement, tu sors. De toute façon, à la sélection, si t'es pas homosexuel, chauve, transgenre, si t'as pas... Non mais ils vont aller chercher tous les trucs. On a quand même droit au panel, hein, on a tout. Hein. Mais je suis d'accord, mais seulement il y a quand même des gars, tu t'étonnes pourquoi ils trouvent personne. Il y a des vrais, oui mais ça reste une réalité. Je vais poser la question différemment. Est-ce que... quand même, c'est aussi bien, peut-être. En fait, le dénominateur commun de cette émission, depuis des années, c'est la solitude. Non mais oui, d'accord. Est-ce que la solitude existe encore en monde agricole? Ah oui, non mais ça là-dessus, oui. Donc, on parle de solitude, on peut parler aussi de suicide, on peut parler de mal-être agricole. Le mal-être agricole, il est toujours là. Il y a le mal-être et il y a le suicide. Le mal-être est toujours là. C'est le seul métier qui est à la côte par une émission télé. Excusez-moi, je suis pas agriculteur, je le vois de l'extérieur.
vous n'allez pas faire une publicité pour les cheminots, pour les métallurgistes, pour les... Les cheminots, on les entend aussi. C'est une publicité vivante pour les agriculteurs. C'est ça. Et en fait, ce qu'adorent tous les grands médias que je côtoie beaucoup, c'est l'image, le visuel. Tout est visuel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la com, moi, c'est vidéo. La vidéo, ça cartonne. La vidéo, on touche les jeunes, les moins jeunes, les plus... On touche tout le monde. Il faut du visuel pour tout. Je disais à Jean-Claude tout à l'heure, je regardais la gamme de bière en bas. La gamme de bière en bas, il y a un visuel exceptionnel. Il y a des trucs... voilà quoi. Il y a de l'accroche. Je répète, hein, on accroche et après on passe le message. Bah, là, c'est pareil, hein, ce que tu as fait, Jean-Claude. Hein. Tu as accroché le truc, et après, bah, tu as envie. Tu vas l'ouvrir et tu vas la consommer. Bah ouais. En fait, vous avez marre, vous dites, on ouvre les bouteilles. T'es gentil, mon Bruno. Et on n'y peut rien, on est dans un monde visuel, et d'autant plus aujourd'hui, les nouvelles générations, la Z et ce qui suit derrière, ultra consommatrices. Donc la mission, aujourd'hui, c'est une fois que l'application est ouverte, il faut arrêter le pouce. Et pour arrêter le pouce, mes 2 premières secondes de vidéo, c'est j'ai une perruque, et puis j'ai un nez rouge, un machin, peu importe. Donc j'ai arrêté le pouce. Deuxième mission, qu'il appuie dessus pour qu'elle s'ouvre et qu'il la voit. Et là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné parce qu'il est obligé de... Il va avoir ma première punchline au début de message, et le message, il va... Et c'est comme ça qu'en fait... T'envoies pas des SMS aux vaches, quand même? Non, attention, les vaches sont connectées aujourd'hui. Oui, c'est ultra connectées. C'est vrai. Même les vignes sont connectées. Donc, Ah oui, j'ai pas dit, on a planté avec ma voisine éleveuse allaitante en juin 2021, modestement 1,2 hectare de chardonnay dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France. On est totalement indépendant, on fait tout de A à Z. Et vous allez mettre dans les topettes là, on est ici pas loin chercher 10 fûts des 4,20. Bruno, vous allez mettre dans des topettes là-bas parce que... Et on est très modeste. En tant qu'ancien éleveur, je sais ce que c'est. Il faut être très modeste et très humble, parce que c'est 3 métiers en un, quoi. Viti, vinif et puis commerce. Tu as fait une première vendange? Oui, on a vendu nos premières bouteilles T'en as pas amené là? Il y a un mois, et on a tout vendu en une semaine. Ah, c'est un métier qui ne connaît pas la vu qu'en 3e année, on n'avait pas grand-chose, on a dû vendre moins de 1000 bouteilles, là. Tout est parti dans la semaine. Il n'y a plus rien. Ce qui est normal, hein, c'est très peu. Hein. C'est un vin de pays, bien sûr. Donc ça s'appelle vin de France, ouais, évidemment. Ok. Alors, on a passé une petite demi-heure là déjà avec Bruno. Allez. On avait prévu un deuxième sujet. Alors ici, quels sont les maires et élus présents? Levez voir la main. Ah oui, quand même. Oui. Il y a quand même un paquet. Donc le deuxième sujet, c'était la place à un nom des municipales, la place des agriculteurs dans les conseils municipaux était plutôt bien positionné pour en parler, puisque tu es toi-même conseiller municipal dans un village de combien d'habitants? Un peu moins de 1000 habitants. Ouais, ok. Donc, est-ce que le village est adhérent à la MRF? Oui. Oui, c'est pas un oui qui me convainc. Tu m'as filé un doute là. Si. Ouais. Alors, Bruno, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Reste entre Bruno, là. Voilà. On a des Bruno au carré, là. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est l'AMRF? Parce que, visiblement, il y a encore un peu de pédagogie à faire. C'est comme pour les agriculteurs. L'AMRF est une association donc, de maires, principalement de maires ruraux, donc de communes généralement de moins de 3500 habitants. Et on représente 13 500 maires sur la France. Voilà. Mais on est, par rapport à notre consoeur, l'AMF, on est beaucoup plus terre-à-terre, on est beaucoup plus pratico-pratique. On va vers des solutions on va vers des raisonnements qui apportent des solutions sur les problématiques de l'époque. Aujourd'hui, pourquoi on a demandé à développer quelque chose avec les chambres d'agriculture sur la présence des agriculteurs dans les conseils municipaux? C'est parce que l'évolution change. Aujourd'hui, il y avait l'agriculture, je dirais, entre guillemets, traditionnelle. Et il y a un nouveau secteur qui est apparu, qui sont les énergies renouvelables. Et là, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on parle d'aménagement du territoire.
Et en parlant d'aménagement du territoire, on est tous ensemble. C'est-à-dire le maire, son conseiller municipal et son urbanisme à travers son PLU, plan local d'urbanisme, et les agriculteurs, ou même les habitants aujourd'hui, puisque les lois ont évolué et on peut produire, on peut autoconsommer, et les collectivités. Donc, et puis l'État, bien entendu. L'État, parce que pour tout ça, il faut un réseau qui soit capable de capter toutes ces productions. Et on s'aperçoit aujourd'hui que notre réseau, qui est au niveau du transport par Enedis, est totalement saturé et qu'il faut des mois et des mois pour sortir un projet. Et puis, on nous demande des sommes faramineuses pour des problèmes de raccordement. Donc, on a des choses à faire ensemble. Dans une commune ou sur un territoire, on a des entrepreneurs, qui soient agriculteurs, privés, entrepreneurs, avec lesquels on doit imaginer demain. Imaginer demain, ça veut dire, pourquoi imaginer? C'est parce que les réseaux d'hier ne sont pas forcément ceux qu'on aura besoin demain, ou les emplacements ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut... voilà. Et puis il y a des méthodes, je vois Christophe au milieu là, qui est la méthanisation, une nouvelle forme de production d'énergie, qui est la méthanisation, où il y a eu une dizaine d'années un mouvement assez fort contre, en disant ça allait exploser, ça allait ceci, ça allait cela, du gaz. etc. Bon. Quand on connaît la pression qu'il y a sous la bâche, ça fait doucement rigoler. Et c'était vrai, c'était un manque de communication. Mais il y a des moyens aussi, là aussi, de valoriser des déchets, de valoriser, de permettre à certains agriculteurs de pouvoir faire 3 cultures sur 2 ans. Et nous, moi je fais partie du CICECO, qui est du syndicat d'électricité de la Côte d'Or, où on a une société qui est une SEM, c'est-à-dire où on investit dans des projets d'énergie renouvelable. On réfléchit sur le gaz porté. C'est-à-dire que comme une station d'essence, on va chercher avec un camion citerne du gaz dans des endroits où on pourrait mettre des petits méthaniseurs, mais où il n'y a pas de réseau pour le transporter. Donc on va le chercher pour le mettre ensuite sur un lieu où on peut s'en servir, voilà, et permettre ainsi à des petits exploitants, par exemple je parle dans le Morvan, des coins reculés qui font de l'élevage, qui n'ont pas énormément de possibilités de diversification, eh bien on peut leur apporter une possibilité de diversification. Et ça répond bien au sujet d'aujourd'hui, et si l'agriculture pouvait aider à sauver la France, parce que tout ça, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, on l'a perdu il y a 30 ou 40 ans. Voilà, donc nous, alors l'association des maires ruraux, pour revenir à la question de départ, on est les invisibles, on est ceux qui travaillons à essayer de rassembler, à être des facilitateurs sur ces éléments-là. Voilà. Alors, petite question à Bruno, est-ce que tu connais Michel Fournier, qui est le président national de l'AMRF? Non. Parce que lui, il est assez communicant dans son genre. Vous devriez vous rencontrer, passer des suggestions. On va le faire, on va le faire. Il faut le faire, ça, parce que ça, je pense que vous avez des choses à vous dire. Est-ce que vous avez le sentiment dans la salle qu'il y a assez d'agriculteurs dans les conseils municipaux? Non. Et sinon, pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs aussi. Pas le temps de s'appliquer.
Non, c'est pas parce qu'il y avait... Ils ont de plus en plus d'activités, donc de moins en moins de temps disponible pour les autres aussi. C'est pas parce qu'il y avait moins d'agriculteurs, c'est parce qu'ils sont... Le métier d'agriculteur a totalement changé. Et aujourd'hui, ils sont pris. Donc, ils n'ont pas le temps matériellement de venir... Moi, j'ai un agriculteur qui est ici présent dans la salle, là. Quand je dis il y a une réunion, il me dit mais j'ai un métier. Des noms. Donc voilà. Mais je veux dire une chose, c'est la même chose ailleurs. Alors je vais peut-être faire réagir un peu la salle, mais on nous impose la parité dans les conseils municipaux. On veut nous imposer la parité. Aujourd'hui, on a un certain nombre de femmes, de jeunes femmes qui s'inscrivent et qui sont intéressées pour faire. Et qui, au bout de quelques temps, assez rapidement, décrochent. Parce qu'elles n'ont pas le temps. Parce qu'elles sont prises. On a le même problème dans nos conseils d'administration. Oui, oui. Et ça, le législateur ne l'entend pas. Mais toujours sur quelque chose de la vague, il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller. J'ai discuté avec Armelle, que tu connais bien, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est elle-même fille d'un maire, l'ancien maire de Varro-Alchegno. Elle est au conseil municipal. Elle me dit, s'investir plus, bof, les agriculteurs, on a une réputation, l'agribashing fonctionne aussi dans les campagnes où le néo-rural, il aime bien être tranquille. Néo-rural, elle n'est pas en pleine... c'est vrai qu'elle est à la frontière de l'urbanité et du... Elle n'est pas dans la cambrousse totale. Enfin, il faut reconnaître qu'elle est super occupée quand même aussi. Tu sais, quand un agriculteur ou une agricultrice diversifie, tu fais quand même ce que tu as dit, tu fais 3 boulots en un, quoi. Ça t'occupe déjà. Auprès, tu as une vie de famille, maintenant tu te barres plus comme ça, tu t'occupes de tes gamins, tout ça. Et c'est des fois un peu lourd. Alors s'impliquer en tant que conseiller municipal, généralement ça passe, quoi, quand il y a encore un peu... Mais maire ou adjoint ou cette truc, c'est quand même un vrai boulot, quoi. Donc peut-être que les... Mais le boulot, il peut s'adapter aussi à la fonction. Mais aussi. Mais oui, on n'aura pas le choix, de toute façon. pas le choix. Sans forcément légiférer. Moi, on n'a pas le choix. Et moi, je vois arriver de plus en plus, dans ma partie con, de plus en plus de filles, et j'adore bosser avec. Moi aussi. Mais c'est super important. Au conseil municipal, on a déjà la parité, et ça n'est que mieux, même, je trouve. Michel. Vas-y, réagis. Attends, je voulais réagir juste à votre phrase, parce que vous avez dit, oui, mais les femmes, elles n'ont pas le temps. En fait, c'est peut-être là, il faut peut-être passer à ce moment-là. C'est-à-dire, elles n'ont pas le temps, pourquoi? C'est pas tant qu'il ne faut pas les prendre dans les conseils municipaux parce qu'elles n'ont pas le temps, mais c'est s'interroger pourquoi elles n'ont pas le temps. Peut-être qu'il y a entre le boulot, les charges familiales, etc. C'est les charges familiales qui plombent toujours? Je pose la question, parce que vous avez dit, les femmes, elles n'ont pas le temps. Donc les hommes, ils ont plus de temps. Donc en fait, ma question, c'est de dire... pourquoi les femmes n'ont pas de temps? C'est pour ça qu'il faut prendre le problème aussi dans l'autre sens. Les femmes qui sont passionnées, elles vont rester. Les femmes qui sont passionnées, etc., elles vont rester dans le conseil municipal japonais qui reste. Alors, on a le maire de Sainte-Marie-la-Blanche, je le connais bien parce que, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Martin-en-Bresse, mais c'est le centre du monde. C'est un gars de mon pays. Et donc, Michel Quinet, il est d'une famille agricole, puisqu'on se connaît depuis tout gamin. Voilà. Et donc, je pense que tu as un point de vue, peut-être une question intéressante par rapport à ta situation. En tant que maire depuis trop longtemps d'ailleurs. Lève-toi, Michel. Je trouve que... Michel, lève-toi, s'il te plaît. Alors moi j'ai la chance d'avoir toujours eu un agriculteur au moins dans le conseil municipal et encore en ce moment, alors qu'ils seront quand même de plus en plus rares. Je pense que pour moi c'est pas un sujet d'avoir un agriculteur dans le conseil municipal ou pas, c'est le problème du rapport de la municipalité avec le monde agricole. Et chez moi ça passe beaucoup par le rapport entre la municipalité et l'association foncière, voilà, agricole, qui est le lieu où se passe quand même beaucoup de discussions entre la commune et ce monde agricole. D'abord parce que les agriculteurs, c'est eux qui entretiennent effectivement notre territoire. Comme partout en France, c'est 80% de la surface qui est agricole et c'est eux qui ont la connaissance de ce territoire, plus que moi, parce qu'ils y sont tous les jours. Moi, je ne parcours pas la commune tous les jours. Ils ont cette connaissance. Et le rapport entre municipalité et agriculture, pour moi, c'est comment la collectivité que je représente peut faciliter
cette agriculture qui bouge, hein, et comment la commune peut faciliter cette agriculture de demain. Voilà. Donc ouvrir un dialogue. En permanence, entre l'agriculture conventionnelle, celle qui l'est moins, comment la commune peut accueillir effectivement de l'agriculture non conventionnelle, comment elle peut aussi participer à développer cette agriculture conventionnelle par l'énergie ou par d'autres, par l'agrotourisme, par un certain nombre de choses où les collectivités sont directement engagées. Et on a besoin effectivement de ce dialogue entre agriculture et commune. Voilà, je ne suis pas sûr que ça passe systématiquement par le fait qu'un agriculteur soit conseiller. Il y a quand même une expertise dans un conseil municipal. Un agriculteur est capable de répondre à des questions techniques. Oui, mais je veux dire, moi ce que je regrette, c'est que des conseillers municipaux disponibles, on en a de moins en moins, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient fonctionnaires, ou qu'ils soient profession libérale. J'ai bien peur que malheureusement, on en ait de moins en moins disponibles. Effectivement, pour être élu dans une commune rurale, il faut plutôt être disponible parce qu'on a les mains dans le moteur en permanence, quoi. On n'a pas de service qui nous épaule. Voilà. Nous, on représente vraiment, je le disais encore au vœu dernièrement, voilà, cette capacité d'adaptation, de pragmatisme et de compromis. Et je pense que le monde agricole est vraiment très représentatif de cette posture, entre le pragmatisme, la capacité d'adaptation et le fait de vouloir effectivement aller de l'avant. Voilà. Donc c'est pas une nécessité, mais ça fait du bien quand même. C'est pas une nécessité. Ce qui est vraiment une nécessité, c'est ce dialogue entre commune et monde agricole. Il y a combien d'exploitations sur ta commune? Il n'y en a plus qu'une. Ah ouais. Voilà. Alors qu'à l'origine, c'est une vraie commune agricole. Oui, bien sûr. Mais j'ai la chance de pouvoir discuter avec... c'est pour ça que je parlais, moi, de référent par commune. J'ai la chance de pouvoir discuter avec une dizaine d'agriculteurs qui sont dans cette association foncière. Ah d'accord. Et les discussions qu'on a dans l'association foncière, elles ne portent pas uniquement sur... le curage des fossés ou sur l'entretien des chemins. Elles discutent, parce que c'est du dialogue, elles discutent sur, effectivement, notre agriculture à Sainte-Marie-la-Blanche et dans cette pète beaunoise, comment elle va, comment elle doit bouger, comment... Voilà, c'est ça le dialogue. Sainte-Marie-la-Blanche, c'est à 7-8 minutes de Beaune. Okay. Voilà, donc c'est périurbain. Périurbain, voilà. Il y a du bon vin blanc, tu peux aller... Oui, sûrement. Bah, il y a un viticulteur aussi qui est un agriculteur quand même, il n'y a pas que... Voilà. C'est vrai que les associations foncières, hier, étaient quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de communes qui ont éteint leur association foncière et qui ont pris les choses en main directement. Et là, c'est là où on a un besoin. Alors, moi, je vois sur ma commune, j'ai... trois agriculteurs au conseil municipal sur 7 ou 8. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que il y a certains membres du conseil qui sont très éloignés du monde agricole, tout en étant présents dans la commune, qui ne connaissent pas les tenants, les aboutissants et qui pensent que ceci, cela. Et puis nous, on est encore dans des régions un peu privilégiées. Oui. Mais quand je vois, par exemple, si je reprends le Morvan, ou si je reprends du côté d'Autun et autres, il y a un certain nombre encore d'exploitants agricoles par commune, et il y a de moins en moins d'agriculteurs présents dans les conseils. Et là, ils sont fortement pénalisés à terme, parce qu'il y a des néo-ruraux qui arrivent, etc. Donc nous, notre politique, simplement, c'est de dire pour 2026, ceux qui ont... il y a de l'intérêt à ce que vous vous intéressiez à ce qui se passe sur votre commune, et que l'évolution conjoncturelle fait que vous avez des choses à dire, parce que vous allez être non plus seulement le gars que l'on voit passer avec son tracteur et ses équipements, mais que vous allez peut-être aussi devenir producteur et produire des énergies
sur lesquels la population locale pourra venir acheter et s'en servir. Sur tous les renouvelables, il y a un enjeu qu'il faut tout de suite expliquer en amont, dire aux gens, il faut rapprocher la consommation de la source en énergie. Tu l'as dit, problème de transport, coût du transport, carbone. Plus on va réussir à avoir la consommation proche de la production, mieux on sera, quelle que soit l'énergie de toute façon, la source et tout ça. Donc l'idée de base, c'est ça. Et on fait partie des solutions, évidemment, là-dessus. Sauf que le premier truc qu'on nous met dans la figure, c'est « Ah bah oui, mais des années où le blé est cher ou machin, ah bah oui, mais l'assiette, la baguette, elle va coûter plus cher, machin. » Je rappelle que la baguette, c'est moins de 4% du prix de la... Oui, par rapport au pouvoir d'achat, ça pèse pas l'eau quand même. Faut arrêter. Non, mais cette histoire de concurrence avec l'assiette, en fait, c'est un faux problème. Ben oui. Voilà, parce qu'en fait, tout est... On n'est pas au 19e siècle. Hein. Tout est lié, tout est solution. Si je prends l'éthanol, donc le E85, c'est 1% en brut, mais 0,7% des surfaces agricoles. Pour un truc qui est quand même pas parfait aujourd'hui, ok. Demain, il y aura peut-être l'hydrogène, il y aura d'autres trucs. Mais c'est ce qu'on appelle les transitions que tu as évoquées tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est une solution plutôt sympa. Et ça pénalise pas pour longtemps l'assiette. Mais Dieu sait si on nous a fait peur avec ça quand c'est sorti, l'éthanol, quoi. Donc c'est blé betterave, les deux. Bruno, toi qui es agriculteur influenceur, est-ce que les municipales, c'est un sujet dont tu vas t'emparer? Ah bah évidemment. De quelle façon? À travers le discours qu'on vient d'entendre de Monsieur le maire, évidemment. Oui. Évidemment. Bah, je vais essayer de rester au conseil municipal déjà. Oui. Hein, alors ça va, sur les 15, on est encore 3. Hein. Il y a 2 listes. On est encore 3. Il y a rarement de listes chez nous. Il n'y a qu'une liste unique. Il y a rarement de listes, en général. Une liste bloquée ou une liste... En général, ça s'arrange plutôt bien. Ouais. Non, l'enjeu, pour moi, c'est au niveau des coms d'agglo. Et des coms de com. C'est un autre dossier. Parce que ça, tu peux en parler, ouais. Tout le monde peut en parler ici. Le maire, à part gérer les chiens et les chats, il va finir par plus rien faire du tout, plus avoir aucun pouvoir de décision. J'exagère volontairement, mais non, aujourd'hui... Il y a eu un frein au transfert de compétences, là. Aujourd'hui, c'est la com d'agglo et la com de com qui aujourd'hui, a quand même un poids assez important dans les décisions, aussi, même pour le PLUI, pour tout ça, quoi. Voilà. Oui, mais le PLUI, enfin oui, bon, enfin. Et à travers tous les schémas qu'on est, aujourd'hui, on a plein de schémas, vous savez, on a les âges, les machins. C'est une bonne discussion, là. Oui, tout à fait. C'est le vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une discussion, on s'aperçoit qu'il y a retournement, que les gens se posent la question. Par exemple, le gouvernement Barnier disait, plus de transfert de compétences obligatoires. C'est pour ça que c'était freiné. Toute la problématique que l'on a sur l'eau et l'assainissement, on voit bien. Si on prend l'exemple de l'eau qui est totalement passionné, c'est-à-dire qu'on a vraiment, comme le glyphosate, comme tout ça, en fait, les détracteurs, ils passionnent le truc à mort. Et quand c'est passionné, en fait, il n'y a plus de raison. Voilà, et on est tous divisés. Sur l'eau, ça doit se gérer en ultra-local, par bassin. Et des fois même 2 bassins voisins, c'est pas la même politique. Ça se dessine un petit peu avec Annie Genevard, là, elle l'a redit récemment, où ça va être géré par bassin. On va aller chercher les compétences en local. Public, l'État, tout le monde. Parce que c'est une ministre du Doubs, du Haut-Doubs, qui est née à Montbéliard, à côté de chez moi, et qui est biberonnée par les agriculteurs. Je suis copain avec Eric chez Intercéral, et Eric me parle de Annie tout le temps. Mais quand on sait que la France est l'un des pays d'Europe où il y a de moins d'eau stockée, et qu'on voit tout ce qui se passe... Stocké et surtout réutilisé. Mais moi, ça me dérange de faire popo dans l'eau potable. Non, mais c'est-à-dire qu'on manque, il y a un truc à faire, non? On manque en France d'autorité morale. Ouais, dis-moi. Concernant les intercos, nous on a une démarche à la Chambre d'agriculture sur la mandature qui se termine, là, de les rencontrer toutes. Tu es encore président, là? Pour 8 jours, oui. Et justement, de leur faire passer un certain nombre de messages. Et là où j'appuie, moi, c'est notamment dans les territoires les plus difficiles, en alertant les élus sur le fait de bien prendre conscience que si un jour il n'y a plus d'agriculteurs, mais ils sont morts, y compris les élus. Dit autrement, de toute façon, c'est des territoires qui vont se refermer et qui vont être perdus à tous les niveaux. Parce que les gens, de toute façon, n'auront plus envie d'aller s'y installer. On a eu de nombreuses discussions, voilà, notamment la zone Auxois-Morvan, où c'est quand même globalement un petit peu plus difficile qu'ailleurs dans ce département. Et là, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience. Et de toute façon, le dossier agricole, le sujet de l'agriculture en général sur nos territoires, aujourd'hui, alors il y a des gens qui s'en emparent alors qu'il ne faudrait pas, mais c'est extrêmement important que les élus se posent la question de savoir qu'est-ce que deviendrait leur territoire si un jour il n'y avait plus d'agriculteurs. Évidemment, hein, qu'est-ce que deviendront nos territoires si demain il y a de moins en moins d'habitants?
parce que tout ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on a fortement évolué depuis une dizaine d'années, notamment sur l'accueil de la petite enfance, sur le scolaire, par rapport à ce qui se faisait hier et ce qui se fait aujourd'hui, est une approche bonne qui permet à des jeunes couples de dire tiens, tiens ça, dans cette commune-là, je m'installe parce qu'il y a ceci, cela. Bon, mais c'est vrai que moi, par exemple, on a fait des lotissements. On a donc vendu... Je parle d'Arceau, là. Je parle d'Arceau, oui, mais peu importe, c'est pas ça. Ouais, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des lotissements. Et je demandais aux gens pourquoi vous venez acheter des terrains chez nous. Et 90% de la réponse était ça fait. Bon, vous avez l'école, vous avez la garderie, vous avez. Mais ça fait 10 ans qu'on passe là, ça fait 10 ans que c'est entretenu, que c'est propre, et qu'on voit que ça donne envie. La campagne, voilà, ça donne envie. Bon, voilà. Donc ce sont des choses simples. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la conjoncture aujourd'hui, ce qu'il y a de difficile, nous, l'association des mairies de Côte d'Or, on milite pour que le département de la Côte d'Or soit reconnu département pilote au niveau de la mobilité gaz. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont construit des méthaniseurs et ont produit, etc. Mais on n'a quasiment pas de station où on peut aller, bon, à part le bus, le machin, où le commun des mortels pourrait mettre. Et souvent, aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont faire entre 30 et 50 km pour faire un plein de voitures. Alors, les gens s'arrêtent à des stations. À ce moment-là, on peut penser à la mobilité gaz, et le gouvernement, ça fait à peu près 5 ans qu'on pousse ce dossier-là, on a des bâtons dans les roues, réglementaires, par des ayatollahs qui sont contre le gaz. Pourquoi? On ne sait pas, parce que techniquement c'est indéfendable leurs propos, et on peine à faire bouger les choses. Et on nous a parlé de la voiture électrique, on nous dit qu'en 2035, la voiture thermique, etc. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit, on entend un peu des gens qui voudraient revenir à la voiture au moteur thermique, qu'il soit essence, gasoil ou gaz. Mais on a détruit une partie de nos industries. C'est typiquement l'exemple de ce qu'on appelle, j'appelle ça la transition forcée. On a vu les Allemands se planter, hein, ils ont dû, on peut se dire, du nucléaire renouvelable. Ils ont juste oublié le truc entre les deux qui était important et que nous, on est en train de faire là. On a voulu aller vite, et on passe quand même aujourd'hui avec des voitures hybrides, des usines de batteries qui devaient s'ouvrir, qui ne s'ouvrent pas. On pensait à aller c'est une hérésie, c'est une hérésie. Bah oui. Ouais. Ça, mais bon, on est en transition quand même. Alors, pour répondre à notre président, c'est vrai que nos agriculteurs, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour une commune, parce que la ferme, elle était là hier. Elle n'est pas délocalisable normalement. Oui, non, mais je veux dire, bon, elle peut se regrouper. Elle peut se regrouper, une concentration de ferme. C'est ce qui se passe. Vouloir maintenir des agriculteurs au sein d'une commune, c'est aussi vouloir mettre en place une certaine forme de civilisation. Un écosystème. Hein, un écosystème, oui, et c'est grosso modo l'exploitation familiale. Alors là, dès qu'on parle d'exploitation familiale... on n'a plus la définition aujourd'hui. Oui, on n'a plus la définition, mais dire, moi ça ne me gêne pas qu'elle fasse 50 hectares ou qu'elle fasse 500 hectares en fonction de ce qu'elle produit, en fonction de, voilà, en fonction de son type de production. L'essentiel, c'est que sur un territoire donné, il soit géré, travaillé, jardinier, et en face de ça, à nous, élus, collectivité, de mettre en place les services nécessaires à ces populations-là. Michel Quinet, tu voulais poser une question, puis après je passerai à... Encore une fois, donner un peu mon sentiment, mais d'abord, je préférerais qu'on parle d'aménagement des territoires que d'aménagement du territoire. Comme pour paraphraser Christophe Béchu, que j'ai entendu un jour dire qu'il fallait que la ruralité soit une solution et pas un problème. Dans le sens où il faut que notre aménagement des territoires soit, voilà, des aménagements
très, comment dire, à taille humaine, j'allais dire. Aujourd'hui, dès qu'on fait quelque chose, on mobilise de l'opposition, que ce soit à l'eau, que ce soit à l'énergie, par les méthaniseurs. Nous, on a essayé d'en faire, mais il faut surtout en faire chez le voisin et pas devant chez soi. Donc ça mobilise à chaque fois des oppositions. Si on veut effectivement avancer, il faut plutôt avoir des projets à échelle de petits territoires, voilà, qui restent à taille humaine, et être aussi, comme dans l'agriculture, en proximité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des retours de ces projets sur ces petits territoires qui soient directs par rapport à nos ruraux. Voilà. Très bien. Oui. Juste, comme Bruno m'a cité, juste un petit témoignage, donc agriculteur, maire, et mon collectif, on a monté un méthaniseur proche de Dijon, donc un petit peu, voilà, beaucoup de vos interventions m'ont questionné. Donc moi, c'était pas Marie-Antoinette à la ferme que je disais quand j'étais petit, c'était Martine à la ferme. Effectivement, il y a l'image d'Épinal de Martine à la ferme dans le collectif. Hein. Avec Pierrot, on était au Conseil économique ensemble. On a essayé de se côtoyer dans notre passé à expliquer l'agriculture dans des collèges où on avait la CGT, la CFDT, le MEDEF, la CGPME. Bon, c'était plus les partenaires associés. C'était pas toujours évident d'expliquer le métier d'agriculteur. Moi, ce que je constate dans nos villages, plusieurs choses. L'a priori, de plus en plus, le Covid est passé par là. J'ai l'impression que le Covid a fait du mal dans la volonté des élus de se représenter. Je ne sais pas si je me représenterai l'an prochain, mais je sais qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux qu'on aura le bol, parce que la société Covid a laissé les gens qui sont derrière leur écran, qui sont spécialistes de tout, parce que un jour, ils ont entendu Élise Lucet le soir, ou je ne sais pas qui la veille. Et donc, si c'est sur la police, ils sont spécialistes, ils pourraient être ministre de l'Intérieur. Si c'est la gendarmerie, ministre des Armées. Puis, ils sont spécialistes de l'Afghanistan, de l'Ukraine et de la géopolitique. Bon, voilà. Donc, ces gens-là tweetent, et sauf que nos bénévoles, quand ils se prennent des fions dans la figure, alors qu'eux quittent leur famille le soir pour aller se consacrer au monde associatif, ou au conseil municipal, bénévolement, parce que dans nos communes, on est bénévole, et puis on prend que 70% des indemnités ou 50% pour pouvoir qu'il y ait encore un peu d'argent pour l'investissement. Donc ça, voilà, dans le monde rural vit du bénévolat. Hein. C'est pas alors je n'oppose pas les métropoles et autres, mais à un moment donné, il faut quand même rappeler, les communes, sur les 36 000 communes, les communes rurales vivent parce qu'il y a du bénévolat. Hein. Et alors, on devait nous supprimer avant le Covid. Les préfectures se sont rendues compte que pendant le Covid, quand il fallait appeler un numéro le soir à 22h minuit, ben, c'était encore le maire rural qu'on appelle. Bon, moi maintenant, je suis appelé par le poste de gendarmerie de Dijon à 8 ans parce qu'il y a un chien qui se balade. Donc tout le monde à le poste de gendarmerie à caserne Joffre à Dijon appelle le maire pour des histoires de chiens, comme si j'étais spécialiste en pouvoir canin. Voilà. L'autre remarque également, c'est qu'on a déresponsabilisé le citoyen. Moi j'ai la chance d'avoir une commune où j'ai encore 95% des gens qui sont propriétaires. Mais je me mets à la place de mes collègues maires où vous avez 70% de locataires, c'est-à-dire que vous avez dans vos consommateurs des gens qui ne payent plus rien et qui rentrent en mairie sans vous dire bonjour en disant j'ai droit. Donc déjà, vous avez le droit de ressortir, de frapper et de dire bonjour. Et le deuxième droit, quand on n'est plus intéressé et que tout est gratuit, ben pourquoi pas? Bon, on a encore la chance d'avoir une majorité de propriétaires, mais la suppression de la taxe d'habitation, de ne plus avoir une contribution à ce qu'on consomme localement, bah je crois que c'est le cancer de la société française. On l'a dans la consommation des soins médicaux, quand on n'est plus intéressé, et donc les gens veulent tout et leur contraire. Sur le temps de la plaisanterie, j'avais dit au Salon des maires, à Cité 21, il y a 2 ans, devant le compteur Linky, j'avais dit, puisque ce compteur est intelligent, on devrait dire aux gens, est-ce que vous voulez du nucléaire? Oui, non. Est-ce que vous voulez des éoliennes? Oui, non. Est-ce que vous voulez du photovoltaïque? Oui, non. Et si les gens répondent non à tout, ils ont le blackout à 18h. Comme ça, ils sont dans leur responsabilité. Non, mais à un moment donné, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Et on le paye. Alors, pour finir sur une note d'optimisme, je crois que tu avais invité un jour Gérard François Dumont à un congrès qui nous avait dit « Notre pays est en train de crever d'une maladie qui s'appelle la schématique aiguë ». Il nous expliquait qu'avec le SCOT, le SRADET, le PLU, etc., en fait, on faisait des plans et des schémas,
On part avec des chiffres de l'INSEE qui ont 5 à 6 ans d'âge. On met 5 à 6 ans à sortir un document qui est obsolète quand il est terminé. Donc, vu le vent qui se passe au niveau mondial d'accélération des rythmes, ben, je pense que toutes ces lois qui ont été sorties sans aucune étude d'impact, notamment la loi eau et assainissement, bien nous a pris sur notre Comcom de ne pas mettre les pieds dans la porte et d'y aller trop vite. On voit en Côte d'Or, il y a des communautés de communes qui sont allées trop vite. C'est la guerre civile sur les territoires. Donc, on a énormément de lois qui ont été mal pondues. Il faut faire très attention. On a désindustrialisé. Je suis d'accord avec toi, on est en train de désindustrialiser notre agriculture. Donc, faisons attention. Bon, il y a de l'espoir, parce qu'à un moment donné, la réalité, il va bien falloir qu'on se mette à reproduire dans ce pays pour créer de la richesse. Moi, je ne suis pas contre qu'on ait un débat pour partager la richesse. Avant de la partager, il faudra la créer, parce que le taux d'endettement qu'on a, ça ne sera pas durable. Tout à fait. On peut être optimiste, et il y aura des jeunes, ils sont ici ce soir, pour reprendre et apporter des projets sur nos territoires. Ce que tu dis, ce que tu viens de dire est quelque chose d'important, notamment sur le fait que la taxe d'habitation a été supprimée. Pour moi, je ne fais pas de procès, mais je regarde simplement que nous sommes en République, avec ce que ça comporte de devoirs, et on nous supprime, un candidat supprime un impôt d'appartenance. Parce que la taxe d'habitation, c'est un impôt d'appartenance. Lorsque je sors de chez moi, généralement, j'ai un trottoir, j'ai une rue, qui a fait ça, etc. Et je faisais partie des 200 qui auditionnaient les 12, je crois 12 ou 13 en 2007. Et le candidat Macron nous avait dit qu'il voulait supprimer la taxe d'habitation, que ça allait coûter 7 milliards. Ça coûte 27 milliards. On n'est pas à 20 milliards près. Donc on n'est pas à 20 milliards près. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire très attention dans l'évolution de nos politiques, parce que là, on a démantelé quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que c'est vrai, aujourd'hui, on a des gens qui ne payent plus rien et qui peuvent être au conseil municipal. Dans nos communes rurales, c'est aussi un des objectifs de dire aux agriculteurs, attention, ne vous laissez pas seulement gouverner, je dirais localement, entre guillemets, par des gens qui ne payent plus rien. Soyez présents parce que vous payez et vous pouvez avoir un regard différent de celui qui dit il n'y a qu'à faucon. Hein, c'est tellement facile. Hein, que... Alors, c'est bon, tu es allé au bout de ton raisonnement. Pascal Grappin, il dit c'est papa qui paye, c'est papa qui commande. C'est à peu près ça. Je vais donner la parole déjà au jeune homme au fond, parce que ça fait un moment qu'il est patient. Ouais, moi, je voulais juste partager plutôt l'optimisme et l'espoir sur les territoires ruraux. Alors, je ne suis pas du tout agriculteur, hein, mais mon métier, c'est plutôt de faire en sorte que les gens aient envie de revenir dans les territoires ruraux, d'y vivre. C'est-à-dire je fais du coworking rural, du coup. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est vraiment un sentiment qu'on a et que les gens ont envie de revenir. On parle des neveux avant qui étaient dans les campagnes, etc. Ben maintenant, ils sont grands, ils ont des enfants à leur tour, ils veulent revenir. Et puis, c'est con, mais il y a 2 jours, je parlais avec la grande patronne de BNP sur la région. Comment ? Je parlais avec la patronne de la BNP sur la région et qui me disait, mais nous, on croit à votre concept, les gens veulent revenir. À la BNP, nos directeurs, on est en train de délocaliser les centres pour revenir en région. Ah bon ? C'est un projet à long terme, mais c'est des choses qui arrivent. Et vraiment, il y a un mouvement global qui fait que alors c'est une nouvelle attractivité. Le confinement qu'on a parlé tout à l'heure. Je pense que le confinement est un accélérateur. Mais c'est puis les télétravail. Sont des accélérateurs. C'est le télétravail qui fait ça. Mais c'est pas le télétravail. Le télétravail, c'est un épiphénomène un peu dans l'histoire. C'est plutôt le côté. On s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de potentiel dans les campagnes, qu'il y a de l'activité qui peut s'y faire, qu'il y a un potentiel économique dans les campagnes qui est énorme. Petite question, beaucoup d'auto-entrepreneurs ? Pas du tout. Beaucoup d'entreprises. Auto-entrepreneurs, on en a.
Oui, mais c'est pas la majorité de nos clients. Enfin, Yves, tu peux redonner, Yves, s'il te plaît, à tout le monde le nom de ton entreprise. Alors, la réussite est dans le prêt. On surfe un peu sur la réussite est dans le prêt. Et redis concrètement le business que tu as ouvert sur les territoires. En gros, nous, l'idée, c'est d'ouvrir des espaces de coworking qui peuvent fonctionner sur des territoires ruraux, donc peu denses. Et on a ça, en gros, on a ouvert là en 2 ans 5 sites qui vont en partant du sud de Chagny jusqu'à Velars-sur-Ouche. Et du coup, on a un peu plus d'une centaine d'entreprises qui font partie du réseau, donc on en a 3 là, qui sont avec nous ici, plus ou moins liés au monde agricole, en l'occurrence ce soir évidemment, mais du coup, il y a vraiment une diversité d'activités qui est énorme. Et c'est un mouvement qui touche les urbains de manière positive et favorable, qui fera plaisir Bruno, et qui remet le paysage rural au cœur des enjeux économiques, avec des gens qui quittent les villes pour venir en ruralité. On regarde les évolutions démographiques des villes. Alors si on regarde juste la population démographique, l'évolution démographique brute, globalement les métropoles grossissent, etc. Le reste stagne à peu près. La seule chose qu'on regarde, c'est les flux entrants-sortants. Donc il y a plus de gens qui partent des villes et qui vont vers les campagnes que l'inverse, très largement. C'est pas que si on regarde juste les flux naissances-morts, effectivement, c'est plutôt les villes qui gagnent, mais après les personnes qui bougent, qui déménagent, etc., c'est plutôt ville vers campagne, clairement. Intéressant témoignage. Paris se vide. Ouais, Paris se vide. On va commencer à avoir faim et soif, donc je vais donner la parole encore à... Parce qu'on peut poursuivre la conversation après. C'est fait pour ça un buffet. Voilà. Mais je vais donner la parole à ce monsieur qui a envie de nous dire quelque chose d'intéressant. Voilà, je m'appelle Claude Rizac, je suis président de Le Pen Agri-Food qui est à Orléans. Oui, c'est quand même pas trop loin. Non, un mot pour Bruno. Moi j'apprécie le travail de Bruno Cardo parce que bien sûr c'est sympathique, c'est communicant, mais c'est pédagogue surtout. Et en fait, l'incompréhension avec le monde agricole, certainement qu'il faut expliquer des choses aux néo-ruraux et tout, mais c'est quand même le monde des villes qui ne comprend plus l'agriculture. Qui est déconnecté. Et je vais peut-être être un peu provocateur, mais on disait l'agribashing. Oui, mais à la fois l'action syndicale, elle est nécessaire. L'expression de la colère d'agriculteurs qui sont souvent en grande difficulté, elle est légitime. En même temps, quand on met du lisier sur des supermarchés, qu'on détruit une préfecture, on hystérise le débat. Et finalement, dans un monde qui a déjà tendance à hystériser le débat, on n'attend pas, ça ne calme pas les choses. Et je dirais que c'est pour ça que j'apprécie ton travail, Bruno, parce que tu fais redescendre la pression et tu prends les choses par l'humour, par le bon bout, par l'humour et la pédagogie. De toute façon, en toute chose, ce qui est important, c'est jamais réagir à chaud. Tu respires 2 fois, 10 fois, 100 fois, et tu prends un peu d'auteur. Et tu te rends compte au bout de quelques minutes que tu n'as pas la même réaction juste après. Et on a ce tort-là. Et justement, sur les réseaux sociaux, c'est hyper dur, on est toujours tenté de réagir à chaud. Et puis après, on est dans la spirale, et ça n'en finit plus. C'est comme quand je vais parler fort, tu vas me parler plus fort, je vais parler plus fort, et on n'en finit plus. Et ça, c'est super important. J'ai une pensée pour une phrase de Victor Hugo dans Ruy Blas qui disait « Le drame noue l'action, la comédie l'embrouille et la tragédie la tranche. » Donc c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour l'humour, mais après il faut peut-être aussi passer à l'application. C'est ça aussi. Oui. Oui. Moi je voulais simplement rebondir sur un sujet tout à l'heure. Sur qu'est-ce qui fait que les gens ils ont acheté des terrains là sur votre commune, c'est que les agriculteurs, leur rôle numéro 1, c'est de nourrir la France et leurs habitants, mais leur rôle numéro 2 qui est vraiment utile et c'est ce qui plaît à beaucoup de monde, c'est entretenir les paysages et faire qu'on a une belle France, quoi. Et ça, aujourd'hui, si on n'a plus d'agriculteurs dans nos territoires ruraux, on va avoir ce qu'on appelle l'eutrophisation des milieux. Donc ça monte en ronce, on a des bois, et puis après, on a des choses qui sont vraiment beaucoup moins jolies. Et donc c'est aussi ça qui est important. Et plus de tourisme. Plus de tourisme, plus de tout ça. Donc il y a ça aussi pour moi qui est important, c'est que les paysans dans les communes, ils ont aussi ce rôle-là de rendre une harmonie et quelque chose de joli pour l'attractivité et développer le territoire. Ça fait partie des prochains actes de la PAC, ça, c'était le fameux
paiement pour services environnementaux qu'on réclame depuis 20 Jardinier, ans quoi. avec les chambres. Et en fait, j'entretiens les haies et je les replante là où elles n'étaient pas il y a 50 ans. Enfin, tout cet embellissement de paysage, en fait, tout a un prix. En conseil municipal, on vient toujours chercher ton tracteur et ton engin, oui. mais quand tu entretiens les haies avec un engin qui coûte à l'heure, je crois que c'est 50 balles de l'heure, pour aller tailler les haies, parce qu'il ne faut pas les laisser monter, les haies c'est un métier. Tout le monde sait les planter, personne ne sait les entretenir et personne ne paye l'entretien. Ça, il faut bien insister là-dessus. Là, à un moment donné, il faut que ça se paye. Je rappelle aussi que dans la prochaine PAC, ils veulent nous mettre 10% de jachère. Ils remettent le couvert encore. Et aujourd'hui, tu as des lobbyistes à Bruxelles qui te prouvent par A plus B que la biodiversité ne se portera que mieux. C'est totalement faux. On a prouvé avec tous les chiffres que les 14 millions d'hectares de pâture en France, demain tu enlèves des élevages, c'est ce qu'on veut enlever, demain c'est de la friche, et ça sera que du négatif pour la biodiversité. Voilà. Et en plus, aux dernières nouvelles, nous humains, on n'est pas capable de transformer de l'herbe en protéines, donc on a besoin, un minimum des ruminants, pour le faire. Ça, c'est hyper important. Toi peut-être. Sauf encore un appendice, peut-être. C'est ça. Ouais. On est d'accord, Marc. Bien. Sur la vitalité de nos collectivités, moi je veux simplement vous dire, il y a une étude qui a été faite sur notre territoire, et à ma grande surprise, je me suis aperçu que pour une commune de pas loin de 3000 hectares, 1000 habitants, un peu plus de 1000 habitants, j'avais 112 entreprises inscrites à l'INSEE. Donc le monde rural est un monde vivant. Et il faut l'entretenir, voire le développer grâce aussi à certains services qu'on peut apporter à nos populations. Et c'est pour ça que quand on parle de ruralité, c'est un sujet que j'aime bien aussi, il ne faut jamais le réduire à ceux qui historiquement le connaissent, les agriculteurs, souvent on va y mettre les chasseurs et tout ça. Non, non, c'est les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, en fait c'est tout le monde. Il y a une vraie sphère économique qui est un peu différente quand elle est en plein urbain, et c'est ces spécificités-là qu'il faut qu'on arrive à défendre. Et vous avez tous cité plein d'exemples où il faut qu'on arrive en fait, c'est quoi ce que vous dites? C'est faire du transversal en fait. C'est trouver le moyen de échanger, dialoguer, communiquer, trouver des solutions. En ultra-local, ça a été redit aussi, et ça c'est super important. Bon, la question que j'aurais, c'est à vous tous qui êtes intervenus, du coup c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que je me trompe en disant que c'est forcément la ferme ouverte? Parce que la ferme ouverte, en fait, c'est ce qui est ressorti d'un sondage des chambres il n'y a pas longtemps, où c'était le meilleur moyen de faire ce transversal et garder du lien, et puis de garder cette dynamique. Ou est-ce que c'est d'autres choses pour vous? Maintenant, j'aimerais donner la parole à une dame qui fait revivre un château dans la campagne, Stéphanie, château de Lampenay. Tu me répondras. Bonsoir à tous. Je suis revenue en France il n'y a pas très longtemps. Je suis originaire de Bourgogne, mais j'ai vécu toute ma vie à l'étranger, un petit peu partout. Donc ça me donne des fois un regard un petit peu autre. Et à vous écouter, je retiens deux choses. Dominique a employé le mot écosystème, et je pense que c'est la clé. Et vous avez parlé de hauteur de vue. Puis je crois que le jeune homme là-bas a parlé de paysage. Je crois que c'est un autre mot pour la France. Si on prend ces éléments et qu'on en fait une conclusion, ça me fait penser à mon projet. Quelqu'un m'a dit, en parlant de mon projet, parce que bon, évidemment, c'est pas simple, que je n'avais pas de problème technique, je n'avais pas de problème financier, j'avais un problème politique, ce qui m'avait beaucoup étonnée. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes d'écosystème. Et je me rends compte en revenant ici que c'est pas souvent le cas, c'est-à-dire que j'entends beaucoup, je vais au vœu du maire, de la CPME ou je vais à d'autres endroits, et en fait chacun est dans sa bulle, alors que la France c'est un écosystème, il faut réfléchir en ce sens, avec de la hauteur de vue, et à ce moment-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe, on a un pays qui, comme il n'y en a pas d'autres au monde, donc il faut probablement identifier le problème comme étant un problème de communication, principalement, et de savoir à qui il faut porter
c'est la communication. Voilà. Je sais pas si c'est... En fait, ce que vous dites, c'est réussir à refaire, parce que pour moi on ne fait plus, refaire nation. Absolument. Et faire nation, on pourra dire ce qu'on veut des Jeux Olympiques, en attendant... Ça a marché. Pour ça, oui. Pour ça a marché. Il y a un mec qui sont revenus, qui avait critiqué, qui sont revenus. Ça veut dire qu'on sait faire. Et on dit toujours, demain, il y aurait une crise terrible, carrément une guerre en France, il y aurait... Je pense qu'on arriverait à faire nation. Donc si on est, je pense qu'on est, vous le dites très bien, on a tous les éléments, on a tout ce qu'il faut pour faire nation autour d'un écosystème choisi et pas des silos comme vous dites. Ce qui manque, c'est une vision. Ah bah, la cohérence. Je suis le premier à réclamer le Edgar Pisani des années 2025. Et en fait, la vision, après, bon, évidemment, il y a plein de tendances, chacun a des goûts, a des envies, etc. Mais il y a des réalités et la vision, en fait, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur les qualités fondamentales. Le patrimoine. Absolument. Le patrimoine naturel. Il ne faut pas essayer de chercher à reproduire. C'est-à-dire, des fois, on voit des choses qui marchent à d'autres endroits et on pense qu'on va pouvoir les appliquer ici. Et on oublie que si ces choses se sont développées et qu'elles fonctionnent ailleurs, c'est parce qu'elles s'appuient sur des qualités qui sont déjà développées là-bas. Ici, on a des qualités, il faut revenir à l'essentiel. Voilà. Merci. Alors, Jean-Claude m'a confié une mission de donner la parole à Magali. Elle est où, Magali? Parce qu'elle a une fonction particulière. Comme j'ai pas été, j'ai pas été briefé en amont. Magali va présenter simplement. C'est la première femme en France de l'épi au demi. Voilà, c'est ça. Donc, je dirige le syndicat Brasseurs de France qui représente à peu près 96% de la production de bière. Alors on parle de ruralité, mais je vais vous donner quelques chiffres. 1980, 30 brasseries en France. On est en 2025, 2500 brasseries en France. Premier pays en nombre de brasseries, dernier pays en tant que consommateur. On est avant tout un pays, alors c'est pas à Beaune. Elle passe où la bière hein? Et on parle de ruralité et on parle d'aménagement du territoire. Vous avez en général une brasserie toujours à moins de 30 km de chez vous. On ne se trompe pas, je n'ai pas vérifié, mais à peu près on ne se trompe pas. Et quand on parle d'aménagement du territoire ou de ruralité, aujourd'hui la plupart des brasseries qui ont ouvert, c'est généralement, notamment dans les territoires ruraux ou périurbains, comme vous le... Après, ça dépend où est-ce qu'on met toujours la ruralité. C'est souvent associé avec un brew-pub, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec un bar, et ça donne une activité locale. Donc c'est pas, il y a beaucoup de petites brasseries. Ça permet de chanter aussi un peu. Exactement. Je vois que fait les mêmes soirées. Donc en fait, je chante très très bien. Donc en fait, c'est que le secteur brassicole, à la fois c'est un secteur avec des entreprises très dynamiques sur les territoires, à la fois dynamique autour d'animation des territoires, mais au-delà de tout ça, on peut s'interroger pourquoi la France finalement est devenue le premier pays en nombre de brasseries. C'est parce qu'on avait un amont agricole extrêmement performant. On a un centre technique depuis les années 60, on travaille sur l'orge brassicole, les meilleures variétés d'orge brassicole. C'est parce qu'on a aussi les meilleurs semenciers du monde en France et on ne le sait pas. On est champion du monde d'orge. Voilà. On est les premiers exportateurs européens d'orge ou de malt. Et à peu près, vous êtes sûr que quand vous buvez, il y a une bière sur 5 dans le monde qui est brassée avec de l'orge ou du malt français. Et Magali, il faut savoir que les orges du plateau du Châtillonnais sont livrées en Chine. Voilà. Voilà. Quand vous ça, c'est pas carbone zéro. Ah oui, mais on s'en fout. Donc elle parle de bière. Donc en fait, c'est que non mais l'export est pas mauvais. J'ai travaillé dans la filière des spiritueux et vous êtes dans une région viticole et je crois que si demain son Bourgogne, on dit qu'il n'y a plus d'export, je suis pas sûre. Moi, je suis pour le retour du Bourgogne à la Bourgogne, mais c'est un autre sujet. Je vous laisserai. Parce qu'on n'a plus les moyens, les Bourguignons, de les acheter. Mais il y a de délicieux d'autres vins en France aussi. Mais ensuite, après, je pense que c'est là où il y a un atout qui est formidable en France sur l'aspect agricole. C'est aussi derrière des entreprises, on parle d'agroalimentaire, mais qui transforment finalement ces produits agricoles. Et moi, je dis souvent, sans agri, pas d'agro sans agri. Et je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est que c'est toute une chaîne. On parle des producteurs, du consommateur, mais entre les deux, il y a un maillon qui est essentiel, c'est le maillon de la transformation de produits en bière, en vin, en ce que vous voulez, en farine, en pain, en croissant, etc., en fromage. Et c'est aussi ces acteurs-là
et c'est ça où le rôle finalement d'un aménagement très fort du territoire, c'est d'avoir tous ces maillons qui peuvent s'installer, qui puissent communiquer ensemble et qu'à un moment donné on puisse véritablement développer des filières. Donc il faut une agriculture performante, il faut un maillon qui soit performant, dynamique, et en brasserie, je peux vous dire que, et je pense qu'ici on est dans un endroit très dynamique en termes de brasserie, il faut tous ces maillons de la filière. Alors moi je suis très fière parce que finalement je représente un peu la filière brassicole. J'ai à peu près 40% de mes adhérents qui sont des brasseurs et qui ont moins de 40 ans. Donc on est vraiment sur une filière jeune et dynamique. Hein Jean-Claude, moins de 40, ça te va? 39, moins de 60, moins de 65. C'est pour ça qu'il veut que je vienne, c'est pour répéter moins de 40 ans. On a aussi une filière féminisée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans la filière. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de la bière? Alors, on a à peu près une vingtaine, ce qu'on appelle de brasseurs agriculteurs. Donc, il y en a un qu'on connaît très bien, c'est le Vexin, la brasserie du Vexin, qui a vraiment développé agriculteurs et brasseurs. Après, on a beaucoup de brasseurs qui travaillent avec des agriculteurs locaux, que ce soit évidemment en céréales, mais que ce soit en houblon, avec une filière houblon qu'on essaie de relancer, la filière houblon. Vous savez que l'origine a été en Bourgogne, notamment. Oui. Ça recommence un petit peu. Ça recommence un petit peu, voilà. Par contre, on n'a pas de notion de terroir dans la bière. Alors, on n'a pas de notion de terroir dans la bière parce que c'est une recette. Voilà, c'est une recette. Ouais. Mais par contre, la notion de terroir dans le houblon, elle est vraiment présente. Hein. Aujourd'hui, le houblon, c'est une plante. Si c'est la même variété, vous la plantez en Alsace, en Bretagne, etc., selon les conditions pédoclimatiques, il n'y aura pas tout à fait. C'est exactement comme un cépage en vin. Le houblon, alors ça peut être un peu compliqué parce qu'on achète une variété. En fait, on s'aperçoit que selon le type de sol, elle ne va pas avoir entièrement les mêmes caractéristiques. Donc voilà, donc en tout cas, moi très rapidement, vous avez senti ma passion du secteur brassicole. On est aujourd'hui, le moment est un peu difficile pour l'ensemble des filières, d'ailleurs, que ce soit le vin, la bière ou les spiritueux, mais néanmoins, il y a une vraie dynamique entrepreneuriale, une dynamique qu'il faut soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un véritable challenge, c'est celui-là, et là je dépasse peut-être le secteur de la bière, mais en tout cas, c'est qu'on arrive. Alors, il y avait quelqu'un de chez Arvalis que j'adore qui parlait de faire filière, et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire filière, en se disant que tous les maillons sont importants. Et aujourd'hui, l'installation... On revient à l'écosystème. On revient à l'écosystème. Et aujourd'hui, installer parfois un site de production, c'est extrêmement difficile. Et je pense que c'est toute la réflexion qu'on doit avoir au niveau des territoires, au niveau national. Et après, la plus belle des filières, c'est la mienne, évidemment. La filière brassicole. Et puis Jean-Claude mérite une médaille. On est bien d'accord. Un chocolat. Voilà. Merci Magali, merci beaucoup. Alors, on va conclure, parce qu'on commence à avoir quelques envies, la mise en pratique. Je vais juste donner 30 secondes à Marc, pour que tu nous expliques la marque Marc. La marque 100% Côte d'Or. Voilà. Marque bien, marque ou mal. Non, mais alors l'idée au département, c'est que quand on a été un peu privé par je ne sais plus quel gouvernement, Hollande, d'aider. Oui, on ne devrait pas citer. Non, mais on n'a plus le droit d'aider l'agriculture. Et nous, département, parce que je pense toujours que le couple commune et département, c'est ce qui marche quand même le mieux au niveau territoire et terroir. C'était le thème du congrès national de l'AMR. Voilà. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour continuer d'aider le monde agricole. Nous, on ne voulait pas au département de passer, parce que le monde agricole égale le monde rural, ce qu'on a parlé. Donc moi, je voulais continuer de l'aider. Donc on a un peu discuté, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Et on a eu cette idée de 100% Côte d'Or, on voulait une marque. Mais la marque était vraiment faite pour faire un peu de plus-value aux paysans de base. Le but du jeu, c'est ça. Comment, et de tous les... Alors on était un peu bon, parce qu'on a commencé à avoir cette réflexion sur les paysans, sur l'agriculture uniquement. Et après, on s'est dit, on va se mettre avec les 3 chambres consulaires. Alors, la chambre d'agriculture, elles étaient au départ de la réflexion, mais on a pris la chambre des métiers et la CCI. On s'est dit, on ne va pas faire un petit truc entre paysans. On a dit, on va essayer de faire, alors donc, les artisans, des industries et marche. Et là, on a à peu près 1000 produits. On a 500 agréés. Alors bon, il y a peut-être 250 d'agriculteurs, mais le reste, il y a des artisans, des maçons qui travaillent avec le sable local ou la pierre de Comblanchien, enfin, j'en sais rien. Et donc, et ça marche vraiment bien.
Mais surtout, au départ, on a voulu cette marque pour essayer que le producteur puisse gagner sa vie, parce que qui dit, et moi je suis tout à fait d'accord, dans les communes, s'il n'y a plus de paysans, s'il n'y a plus d'artisans, s'il n'y a plus d'entreprises, là, ça va. Et je viens d'un coin où on est 4 habitants au kilomètre carré, le Châtillonnais, donc je sais ce que c'est que de ne pas avoir de voisins. Il y a des fois, on en demanderait plus. S'il y en a qui en ont trop, et puis que ça pète dans les campagnes, dans les banlieues, nous, ça ne va pas péter, vu que le vide ne va pas péter. Il y a les vaches qui pètent. Oui, mais seulement on n'a plus de service, ou on n'a plus tout ça. Donc cette marque-là, et moi je suis assez content de la réussite, parce que ça a bien pris, et ça n'a pas fait d'ombre à tous ceux qui veulent faire des marques. J'avais un peu peur au début que ça fasse une marque de plus, donc on ne se reconnaît pas. Mais le carré bleu, là, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'est une bonne idée parce qu'il se voit vraiment bien. L'homme de la situation, c'est Julien, c'est lui qui nous envahit avec tout ça. Hein, parce que c'est... Non, mais au niveau com, là-dessus, il est plutôt bon, quoi. Non, mais c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est de redonner un peu de plus-value aux producteurs. Tout en étant et en expliquant, et on a fait quand même un sacré travail pédagogique parce qu'on se promène, enfin c'est un peu ton rôle, mais on se promène un peu partout. Même les supermarchés maintenant font des rayons que vous retrouvez 100% Côte d'Or. On a des chefs, alors haut de gamme, moyenne gamme ou classique qui travaillent avec nous. Non mais vraiment, on a fédéré autour de ça et moi je suis assez content. Là quand on parlait de mettre un peu tout le monde dans le coup, on travaille avec les 3 chambres et le département, ça a été plutôt un bon truc et ça peut-être bien passé parce qu'il y avait tout le monde dans le coup. Est-ce que vous avez des restaurateurs? Oui, on a plein. Alors plein. Quand tu parlais des tout cela. Quand je parle des ça c'est fait avec des restaurateurs. Et ça c'est fait avec une partie des gens. Alors on en fait une édition tous les ans pour vexer personne et que tous les chefs et les restaurateurs puissent passer. Donc on sort ça tous les ans. Je peux te lancer un midi défi? Oui. Aller chercher tout ce qui est restauration hors domicile. Alors on y est aussi. On propose un menu 100% Côte d'Or à tous les collégiens une fois par semaine. Alors si tu veux, un gros problème avec ça. Non mais alors donc, d'origine. Et même maintenant, tout ce qui est mangé hors foyer, c'est très compliqué. Et si tu veux, on a été même un peu plus loin que ça parce qu'on a acheté des terres disponibles pour faire une légumerie qui va pousser à jour bientôt, vu que c'est parti. Et puis on a acheté on embauchera des gens pour faire des légumes bio pour nos collèges, mais on ouvre aussi au collège. Au collège, il y a, sur les 47 collèges, il y a 38 collèges qui font toutes les semaines un menu 100% Côte d'Or. Et on a créé aussi nos économes, enfin, ou cuistots des collèges peuvent passer par une plateforme pour commander à des producteurs. Donc ça marche plutôt bien. Là, on est à un petit 60% de producteurs locaux qui travaillent dans nos collèges. Alors il y a des fois, on n'est pas à plus que ça. Moi, je croyais que ça allait prendre un peu plus, mais il y a des fois, au niveau viande, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué de livrer 600 steaks hachés par semaine. Il y a des producteurs qui ne peuvent pas le faire. Mais on est en train de voir avec, pareil, les initiatives qu'on soutient, qui font des steaks hachés, on va être meilleur, on va être plus structuré que ça. Mais en légumes, ça marche bien. En lait, yaourt, ça marche super bien. Et on a, Belin ici, quand même créé un fromage Côte d'Or. Enfin, vous allez goûter de la charcuterie. On va en goûter, voilà. On va goûter les choses. Merci, merci Marc, merci à tout le monde. Alors, je propose un bon bourguignon 100% Côte d'Orient. Voilà, ça c'est la tradition. Allez, on y va.